Mae Govanen Melinnin, je m'appelle Benoît Ramos. Je suis guide et conteur sur Montpellier, mais également rôliste. Dans le background de notre monde, je vais essayer de vous présenter des contextes historiques comme s'il s'agissait d'un univers de jeu de rôle. Géopolitique, classe de personnages, PNJ, intrigues, religion et même système de magie, notre propre monde est une mine inépuisable d'idées pour enrichir nos parties, qu'on soit MJ ou joueuse. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en partageant cet épisode, en commentant, en notant. Et si le cœur vous en dit et que vous pouvez vous le permettre, en faisant un don sur Tipeee. Bonne écoute. En parallèle de la publication de la saison 3 de Rolyphonique, Les Loups de la Bergerie, je vous propose une série d'épisodes pour vous présenter un background sur le sud de la France au début du XIIIe siècle. Une période très marquante pour l'identité locale, dont les conséquences à long terme se font toujours sentir, puisque c'est la période de la croisade contre les Albigeois. Ainsi, si je devais nommer ce background pour un titre de JDR, je l'appellerais « Cathare, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Épisode 1. Le jeu des puissances. Plantons le décor géopolitique de notre univers. Tout à l'ouest d'un immense continent, il y a un vaste royaume qu'on appelle la France. En plein milieu de ce royaume, il y a une chaîne de montagnes qui le coupe presque en deux, le Massif central. Ces montagnes, dont bon nombre sont des volcans endormis, sont anciennes et donc peu abruptes en général, mais il n'empêche, à pied, en charrette ou à cheval, elles rendent compliquée la traversée du royaume du nord au sud, et donc les principales voies de communication contournent le massif par la vallée du fleuve Rhône à l'est ou par les plaines d'Aquitaine à l'ouest. On va appeler cette terre l'Occitanie. L'Occitanie est avant tout une zone culturelle et linguistique. C'est là où on parle l'occitan. Cette langue est une langue de prestige, de littérature, de poésie, puisque c'est la langue de ces poètes issus pour beaucoup de la noblesse qu'on appelle les troubadours et les troubadoresses. Rappelez-vous bien que dans Les Loups de la Bergerie, tous les personnages que vous entendez parler le français d'aujourd'hui parlent en réalité la variante locale de l'occitan. C'est un vaste pays, environ 72 000 km², au climat ensoleillé. Les villes prospèrent et plusieurs sont de vraies métropoles. Ainsi, si la capitale du royaume, Paris, compte 60 000 habitants environ, Toulouse en compte environ 30 000, Montpellier 20 000, et d'autres comme Béziers, Narbonne ou Nîmes au moins 10 000. On l'a vu, au nord, le Massif central borde la région, et au sud ce sont d'autres montagnes, les Pyrénées. Au sud-est, il y a une grande mer, la Méditerranée, source de richesse, de commerce, et les bateaux y vont et viennent depuis et vers des pays aussi lointains et mystérieux que le Levant. Tout à l'est, un grand fleuve, le Rhône, se jette dans la Méditerranée dans un delta mouvant, créant la Camargue, terre de marais, dont des marais salants. Mais son cours remonte loin vers le nord, ce qui en fait à la fois une frontière et une voie de commerce. Enfin, un autre grand fleuve, la Garonne, traverse le pays d'est en ouest en passant par Toulouse et se jette dans l'océan Atlantique en traversant le duché d'Aquitaine voisin. Oui, baigné de soleil, c'est un pays riche d'agriculture, de culture, de commerce. MJ, tu pourras y décrire bon nombre de paysages. Dans les Pyrénées, au sud, des montagnes hautes et abruptes, au col quasi infranchissable. Dans le Massif central, au nord, des moyennes montagnes et des plateaux, paysages spectaculaires et au climat rude en hiver. D'immenses marais en Camargue, puis de nombreux étangs et plages au sud. Et enfin, presque partout, mais surtout à l'ouest et au centre, des plaines et des collines parsemées de fleuves, de rivières, de villes et de villages de pierres blanches. Vous comprenez pourquoi plusieurs puissances se disputent depuis longtemps la domination de cette zone, dans un paysage géopolitique que J.R.R. Martin ne renierait pas. Faisons un petit tour d'horizon de ces puissances au moment où se déroulent les Loups de la Bergerie, en l'an 1209 du calendrier chrétien, la 29e année du règne du roi de France, Philippe Auguste. D'abord, Raymond VI, comte de Toulouse. Il s'agit d'un des plus puissants seigneurs de son temps, plus riche et plus puissant que le roi de France lui-même. Son domaine s'étend sur une bonne partie de l'Occitanie et même au-delà du fleuve Rhône. Raymond est comte de Toulouse, comte de Saint-Gilles, comte de Melgueil, comte de Rouergue, duc de Narbonne, marquis de Gothie, marquis de Provence. Mais le cœur de sa puissance, c'est bien Toulouse, la puissante ville rose,
celle qui se tient là depuis plus de 1000 ans. La famille de Raymond VI, la maison des Raymondins, est ancienne, prestigieuse et puissante. Le comté a été fondé par le légendaire empereur Charlemagne près de 4 siècles et demi plus tôt, en 778, et les Raymondins en sont les comtes héréditaires depuis 849. Le comte de Toulouse est donc la puissance dominante de l'Occitanie. Mais cette domination est disputée. Depuis 1035, de l'autre côté des Pyrénées, une petite principauté née autour de la ville de Saragosse s'est érigée en royaume, l'Aragon. Depuis, ce royaume ne cesse de gagner en taille et en puissance, par les alliances ou par les guerres. C'est maintenant un des grands pouvoirs de la péninsule ibérique qui s'étend au sud des Pyrénées. Mais je ne vais pas en dire plus, il faudra attendre le supplément sur cette zone. En 1209, le roi se nomme Pierre II, et c'est le grand rival de Raymond VI de Toulouse. Car le jeu des alliances, des serments de vassalité et des conquêtes ont donné une grande influence au roi d'Aragon en Occitanie, où il possède de nombreuses seigneuries et où plusieurs grands seigneurs sont ses vassaux. Sa dernière prise, ce n'est ni plus ni moins que la seigneurie de Montpellier, la deuxième ville d'Occitanie. Presque partout en Occitanie, les intérêts de l'Aragon s'opposent frontalement avec ceux du comte de Toulouse. Et entre ces deux géants, une famille navigue pour tirer son épingle du jeu, la maison Trencavel. Car nous vivons dans un monde de féodalité, où même un grand seigneur n'a pas encore les moyens d'avoir une gestion centralisée de ses terres. Il n'y a que très peu de ce que nous pourrions appeler des fonctionnaires. Alors le pouvoir s'exerce surtout localement, par un système complexe de relations, de serments, de dons d'usufruit de terre et de délégation de pouvoir. Les puissants seigneurs travaillent à éroder ce système féodal à leur avantage et au détriment de toute la petite noblesse locale et paysanne. Mais le chemin est encore long. Ainsi, les comtes de Toulouse et autres grands seigneurs ont délégué, sous forme de fiefs, la gestion d'une partie de leur vaste territoire à d'autres maisons comme les Trencavel, en leur donnant certains de leurs comtés avec le titre de vicomte, c'est-à-dire vice-comte. En 1209, Raymond Béranger Trencavel est vicomte d'Albi, de Béziers, d'Ambialé, de Carcassonne et de Razès. Mais ces deux derniers titres, il ne les tient pas du comte de Toulouse, mais du comte de Barcelone, qui est également le roi d'Aragon. Oups! Car les Trencavel ont toujours joué la balance entre les deux grandes puissances pour raffermir leur propre pouvoir. La quatrième puissance, eh bien on en a vaguement parlé au début. C'est celui qui est censé être le grand patron de tout ce pataquès, le roi de France. Titre tout neuf d'ailleurs, Philippe Auguste est le premier monarque du royaume à le porter. Oui, avant on parlait de roi des Francs. Ce changement de titre montre en partie cette idée d'éroder la féodalité, de centraliser le pouvoir. Le roi ne veut plus être le roi d'un peuple dont l'obéissance tient à ses réseaux de serments et de pouvoirs délégués qui font qu'en vrai, pas mal de ses sujets sont plus riches et plus puissants que lui. Maintenant, Philippe est le roi d'un territoire, et tout le monde sur ce territoire lui doit obéissance. En tout cas, c'est l'idée qui commence à se construire. Cependant, en 1208, quand le pape décida de lancer une croisade contre les hérétiques occitans, on reviendra là-dessus dans un prochain épisode, le roi n'a pas trop voulu s'en mêler. Déjà, par principe, il n'aimait pas faire plaisir au pape. Mais surtout, il avait pas mal d'autres chats à fouetter. Agrandir le domaine royal, c'est-à-dire les terres sous son contrôle direct, donc la source de sa richesse, parce que les seigneurs féodaux plus riches que lui, ça fait 5 minutes. Il avait aussi 2-3 comptes à régler avec le roi d'Angleterre, avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, avec les villes des Flandres. Bref, ses yeux sont tournés vers le nord. Mais son fils, Louis VIII, lui, verra les choses très différemment. Et cette intervention directe du roi va tout changer et faire voler en éclats l'équilibre géopolitique de l'Occitanie. On y reviendra aussi. Je devrais, pour être complet, mentionner une 5e puissance. Le duché d'Aquitaine, dont le duc est le roi d'Angleterre, Jean sans terre. Mais son influence est plus indirecte, en l'occurrence, sur cette affaire d'hérésie cathare, alors je ne vais pas développer. Juste pour mentionner que si les choses se sont plutôt calmées sur ce front-là en 1209, au siècle précédent, le duc d'Aquitaine était avec le roi d'Aragon le principal adversaire du comte de Toulouse, lors de ce qu'on a appelé la Grande Guerre méridionale. On peut même dire d'une certaine manière que la croisade, dont on va parler plus tard, sera la conclusion d'un ensemble de rivalités et de conflits qui ont commencé à la fin du XIe siècle et dont les racines sont vieilles de 300 ans. Voilà,
Vous connaissez maintenant les principales pièces de l'échiquier, la toile de fond géopolitique qui agite le monde des PJ des loups de la bergerie. Enfin presque. Car il y a la 6e puissance, la plus importante de toutes. Celle qui est derrière tous les tragiques événements qui servent de toile de fond à la campagne des loups de la bergerie. Une puissance d'une nature complètement différente des autres. Oh, certes, elle règne sur un territoire, mais c'est pas l'essentiel. Son vrai pouvoir est spirituel. Et en 1209, elle entend régner sur toutes les âmes, ordonner la société, et même régir les rois et l'empereur à l'échelle du continent et même au-delà. Il s'agit de l'Église catholique, apostolique et romaine, dont le chef, qu'on appelle le pape, se nomme Innocent III. En 1209, il a lancé sur l'Occitanie une croisade contre des gens qui adoraient le même Dieu que lui. Je vous raconterai cela dans le prochain épisode du Background de notre monde intitulé « Une chanson de foi et de feu ». C'est la fin de cet épisode, merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à noter selon les modalités de votre plateforme d'écoute, et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast. Vous trouverez en description un lien vers mes réseaux et mon site où je publie les sources et les crédits de cet épisode. Et si vous désirez, pouvez vous permettre de soutenir mon travail, ponctuellement ou régulièrement, il y a également un lien vers mon Tipeee. On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.